Ok, ce que vous voyez là, ce sont des images tirées de la Grande Dépression états-unienne, donc juste après la crise de 1929. Et plus particulièrement, ce que vous voyez, ce sont des files de chômeurs qui étaient, il y a quelques jours auparavant, des ouvriers parce que du jour au lendemain, leur usine a fermé. Ce qui fait qu'il y a un contraste un peu intéressant là-dedans, un petit peu contradictoire en apparence. D'un côté, il y a des files et des files de chômeurs qui cherchent du travail, et de l'autre côté, les usines les plus performantes, les plus rentables, les plus productives au monde à l'époque, qui sont juste vides en fait. Et cette contradiction, elle ne s'arrête pas là, parce que pareil au niveau de l'agriculture, tu avais les agriculteurs qui produisaient énormément de nourriture et qui les gardaient en stock et qui n'en faisaient rien, quand de l'autre côté, tu avais des millions de personnes aux États-Unis qui avaient faim et qui survivaient plus ou moins avec la soupe populaire. Et cette histoire, elle paraît absurde. Pourquoi ? Parce que il suffirait que les ouvriers reviennent dans ces usines qui sont vides pour continuer à produire des voitures, pour pouvoir après se tirer un salaire et acheter la production des agriculteurs. Ça paraît simple dit comme ça. Sauf que dans la machine économique capitaliste de l'époque aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ce qu'il s'est produit, c'est une crise économique, et une crise économique qui a un nom, celle de la crise de surproduction. Et aujourd'hui, au Canard, dans cette 4e vidéo de notre série sur l'industrialisation, on va donc se concentrer sur la potentielle crise de surproduction que va causer l'industrialisation, notamment en France, via les usines de batteries et de voitures électriques. Et sur la prochaine vidéo, on va plus particulièrement parler de la crise de 1929, et comme ça, vous pourrez faire des parallèles entre la situation d'aujourd'hui et la situation d'il y a quasiment 100 ans. Et si vous regardez cette vidéo, qu'elle est disponible gratuitement pour tout le monde et que vous pouvez avoir accès à des analyses que vous retrouvez nulle part ailleurs, c'est tout simplement parce qu'il y a un an, il y a des milliers de personnes qui ont décidé de donner au Canard réfractaire pour qu'on puisse continuer à travailler en équipe comme on le fait depuis quasiment 3 ans maintenant. Et donc en ce moment, on est en financement participatif, on a donc besoin de vos dons pour garder notre indépendance, et ça vous êtes de plus en plus nombreux à comprendre, puisque en 10 jours à peu près, on a récolté 10 000 €, ce qui a accéléré très rapidement notre cagnotte, et ça nous permet d'avoir une perspective de toucher peut-être les 120 000 € qui vont nous permettre de pouvoir continuer pendant un an, et pourquoi pas les dépasser, qui vont nous permettre cette fois-ci de recruter, d'avoir du meilleur matériel et de produire des vidéos de façon un peu plus stable et pérenne. Bref, vous retrouverez tout le lien en description. On a besoin de vous, de vos partages, de vos dons, de vos likes, de vos commentaires, on a besoin de tout. Bref, aujourd'hui, on s'intéresse à la potentielle crise de surproduction qu'il y a en France. Alors, sommes-nous, oui ou non, au début d'une crise de surproduction ? Pour comprendre ça, il faut poser le problème de la rentabilité par rapport aux projets d'usines qu'il y a en France. Pour rappel, ces 4 projets d'usines de batteries électriques qui s'installent dans le nord de la France, celle de Lens vient d'ouvrir d'ailleurs et va continuer à augmenter sa production, et les autres vont ouvrir dans les années qui viennent. Ce sont essentiellement des entreprises étrangères qui viennent en France parce que tu as énormément de subventions qui sont mises sur la table. Et le premier problème de rentabilité que posent ces usines en France, c'est celui de la concurrence. Je m'explique. En gros, pour produire ces batteries électriques en France, il va falloir employer des gens avec des salaires français, il va falloir payer l'énergie avec un tarif français, et surtout, ils se lancent avec genre 10 voire 15 ans de retard dans la fabrication de batteries électriques et de voitures électriques. Ce qui fait qu'ils vont entrer en concurrence internationale avec la Chine et avec, par exemple, Tesla. Tesla, eux, ils ont prévu de construire 10 à 12 usines de batteries et de voitures électriques partout dans le monde. Sachant que eux, ils ont du coup des salaires qui sont beaucoup plus bas, que ce soit aux États-Unis, au Mexique ou ailleurs où ils veulent s'installer. Ils ont un prix de l'énergie qui est beaucoup plus bas, et surtout ils ont genre 10 ans d'expérience avec la plus grande usine au monde qui se trouve aux États-Unis. Et de l'autre côté, tu as la Chine qui produit toutes les batteries électriques et toutes les voitures électriques depuis plus de 10 ans, qui a énormément d'expérience pour pouvoir produire en masse pour pas cher, et qui en plus de ça, forcément a un prix de l'énergie qui est beaucoup plus bas et a un prix salarial au niveau des ouvriers qui est aussi beaucoup plus bas. Et ajoute à ça aussi un autre problème, c'est que c'est bien mignon de faire des usines de batteries électriques en France, sauf qu'en réalité, ils ne fabriquent pas des batteries électriques, ils assemblent des batteries électriques. C'est-à-dire qu'ils prennent des cellules électriques qui sont importées de Chine, ils les mettent dans des machines qu'ils ont importées de Chine et qui sont entretenues par des entreprises chinoises pour assembler ces cellules et faire des batteries, et tout ça à partir de matériaux qui sont achetés à des entreprises chinoises. Voilà, c'est un peu ça le délire. Sachant que de l'autre côté, les États-Unis, ils sont en train de faire les investissements en ce moment avec, encore une fois, 10-15 ans de retard par rapport à la Chine pour reconstituer des lignes de production indépendamment de la Chine.
C'est pas encore fait, déjà. C'est pas encore fait, mais c'est en train de se faire. Donc, les entreprises françaises auront soit le choix d'être totalement dépendants de la Chine, soit le choix d'être totalement dépendants des États-Unis, ce qui fait que d'une façon ou d'une autre, la Chine ou les États-Unis, plus particulièrement les entreprises chinoises et les entreprises états-uniennes, vont pouvoir définir le prix, en réalité, des batteries électriques françaises, puisque c'est eux qui vont déterminer le coût en disant on vend plus cher les cellules électriques, on vend plus cher les minerais comme ils le veulent. Et donc pour lutter contre ce problème, il y a une solution que l'État va mettre en place en permanence, c'est soit des subventions, soit des baisses d'impôts. Voilà. Et quand tu as compris ça, tu as compris la politique industrielle de Macron. Par exemple, les usines qui vont s'installer en France ne veulent pas avoir beaucoup de salariés parce que la masse salariale en France coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Donc s'ils viennent en France, c'est pour avoir un minimum d'employés. Or, ça coûte énormément en investissement d'acheter les machines qui vont permettre de remplacer le travail des salariés, des ouvriers. Donc pour ça, il faut qu'ils aient des investissements massifs dès le début. Et donc pour permettre ces investissements massifs en France, tu as des subventions de plusieurs milliards directement qui sont données à ces entreprises privées pour qu'ils puissent s'installer directement dans le nord de la France. Et pour leur permettre de garantir leurs profits à ces entreprises-là alors qu'ils sont peut-être pas aussi rentables que d'autres entreprises aux États-Unis, ils font en sorte de baisser un maximum les impôts, que ce soit à travers le crédit impôt recherche, que ce soit à travers le CICE, que ce soit à travers les nouvelles niches fiscales qu'ils ont mis en place par rapport aux voitures écologiques. Et donc là aussi, ça représente des milliards. Il y a un autre problème, par exemple, au niveau des infrastructures. C'est qu'une usine de batterie électrique en France, ça consomme comme la ville de Marseille. Donc il faut 4 villes de Marseille en alimentation électrique juste pour les 4 usines, en plus de toutes les voitures électriques qui sont censées être vendues un petit peu partout, qui vont devoir se recharger, tu vois. Et donc ça va demander une augmentation de la production électrique, et ça c'est l'État aussi qui va prendre ça en charge. C'est l'État qui va permettre de faire en sorte que ces usines fonctionnent en installant des dizaines de centrales nucléaires un petit peu partout, que ce soit des EPR ou que ce soit des mini-centrales nucléaires. Et ça évidemment ça représente des milliards, et encore une fois, pris en charge par l'État pour permettre aux entreprises de pouvoir produire. Et comment s'assurer ensuite que ces voitures produites en France, avec des batteries électriques produites en France, vont pouvoir trouver des acheteurs en France alors qu'il y a la concurrence aux États-Unis et en Chine qui sont beaucoup moins chères? Réponse, les subventions, encore une fois, en donnant énormément de fric, ça représente des milliards, mais ça permet de faire baisser artificiellement le prix des voitures pour essayer d'être concurrentiel par rapport à Tesla ou par rapport à la Chine. Et cette problématique-là de qui va acheter une voiture électrique, c'est absolument central, surtout dans une situation où, on le rappelle, je ne sais pas si tu avais capté, il y a une inflation, une petite inflation, une légère inflation en France, qui fait que plus personne n'a vraiment de thunes en fait pour des voitures électriques. Donc en fait, il faut vraiment faire énormément baisser le prix des voitures électriques et essayer de tenter d'augmenter un petit peu le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui sont capables et qui sont les clients de ces voitures électriques, notamment les classes moyennes. D'où le fait qu'Emmanuel Macron a récemment annoncé qu'il allait y avoir une baisse d'impôts de 2 milliards sur les classes moyennes. Et surtout qu'il va falloir continuer cette politique-là, parce que avec l'inflation, alors c'est pas une vraie raison, je pense, mais c'est ce qu'ils disent en tout cas, à cause de l'inflation, tu as les banques centrales qui ont augmenté les taux directeurs, qui fait que tous les taux d'intérêt de toutes les banques privées ont augmenté. Avant, on empruntait à 1%, maintenant on emprunte à 6%, tu vois. Du coup, en fait, c'est beaucoup plus compliqué d'emprunter aujourd'hui pour acheter des bagnoles que ça l'a été il y a 2 ans, par exemple. Donc, si tu vas acheter une voiture électrique, il va falloir vraiment avoir les thunes et capable d'encaisser un crédit à 7% ou d'avoir directement en cash 20 000 euros comme ça à claquer pour une bagnole. Et donc, il faut aussi des subventions mises en place par l'État pour faire baisser artificiellement le taux d'intérêt des emprunts pour acheter des voitures électriques. Et ça aussi, ça représente des milliards. Donc, des milliards pour l'investissement, des milliards pour l'infrastructure, des milliards pour la consommation, des milliards pour le crédit, des milliards pour les baisses d'impôts. C'est beaucoup d'argent et énormément de subventions. Et là, en réalité, on se rend compte que l'industrie des voitures électriques et des batteries électriques en France est aujourd'hui largement subventionnée par l'État, largement soutenue par l'État et totalement rendue possible par les actions de l'État. Et pour pouvoir assumer ces milliards et ces milliards et ces milliards par an qui sont envoyés dans les voitures électriques, il va falloir faire une chose, emprunter massivement comme jamais. Il y a 2 leviers principaux qui permettent à l'État français de s'endetter sur les marchés financiers. Le premier, c'est le fait de faire toute une politique de casse sociale et de libéralisation, comme on avait vu par exemple avec la réforme retraite, qui permet de dire aux financiers, vous inquiétez pas les gars, en France, on assure vos intérêts, et quoi qu'il arrive, si vous continuez à nous filer du pognon, nous on va continuer à vous ouvrir des marchés et à vous filer des milliards avec la retraite, des milliards avec la santé, des milliards avec l'énergie, il n'y a pas de souci. Et le deuxième levier, c'est le fait que le taux d'intérêt de la dette française
a augmenté avec la hausse des taux directeurs, qu'avant on empruntait à 0%, maintenant on emprunte à 3%. Donc c'est beaucoup plus rentable en fait pour les financiers d'acheter de la dette française. Et ça, c'est bien d'avoir quelque chose de rentable à 3% dans une situation où l'inflation est à 7%. C'est pour ça que la France arrive à emprunter massivement, c'est pour ça que les États-Unis arrivent à emprunter massivement. Et à mon avis, le fait d'augmenter les taux directeurs, c'est une façon de permettre en fait aux États de pouvoir se financer et de pouvoir faire des investissements massifs après. Les deux sont liés. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on en reparlera à la fin de la vidéo, vous allez voir, le fait que tu aies une inflation à 7% comme ça fait que toutes les classes moyennes qui ont un peu de thunes là, ils sont en train de miser sur la bourse à fond, en achetant des actions du CAC 40, en investissant dans des fonds de pension, dans des produits dérivés à la con, ce qui fait que tu as des valeurs actionnariales qui sont hyper élevées. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui correspond à ces valeurs actionnariales-là. C'est-à-dire que l'économie n'est pas ouf, tu as une inflation de fou, tu as une récession, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de pognon dans la bourse. Mais évidemment, en économie, il faut toujours voir le coup d'après. C'est que si tu subventionnes à mort ce genre d'entreprise-là, en fait, tu vas avoir un retour sur investissement qui va se faire au niveau de l'État, parce que tu vas avoir des salaires qui vont tomber. Donc une économie qui va être relancée, parce que tu crées un emploi industriel, c'est 4,5 emplois indirects qui est créé, parce que du coup, dans le Nord, tu vas avoir des gens qui vont pouvoir dépenser dans des boutiques, dans des restos, machin, et tout est relancé. Et en plus de ça, vu que les usines vont faire du profit, tu vas avoir un impôt qui va se mettre dessus, qui va faire que l'État va récupérer du pognon et pouvoir l'injecter notamment dans des services publics pour pouvoir créer des emplois. Et là, encore une fois, relancer un petit peu la machine économique. Et plus tu relances la machine économique et plus tu donnes des gages aux financiers, et ben plus tu vas avoir des investissements directs de l'étranger qui vont relancer d'autres projets d'usines et qui va faire qu'il y a un nouveau cycle de production qui va être lancé. Sauf que en réalité, c'est pas si simple et que ce projet-là de relancer un nouveau cycle de production par les batteries électriques, par les subventions, etc., en fait, il y a plein de contradictions là-dedans. L'un des problèmes, par exemple, encore une fois, c'est celui de la concurrence. C'est-à-dire que l'État français était en concurrence avec plein d'autres États pour attirer ces projets industriels-là sur son territoire et que, du coup, il a été obligé, l'État français, de donner énormément de gages, dont notamment baisser un maximum la fiscalité et refuser absolument toute taxe sur les super profits pour dire à tous les industriels qui veulent venir s'installer en France, qui pourront se gaver de profits comme ils le veulent, l'État français ne touchera jamais à ça. Ça a été nécessaire pour l'installation des usines, mais ce qui rend l'installation des usines pas du tout profitable pour l'État. Parce que du coup, tu vas avoir une part d'impôt qui va être très minime par rapport à la production et par rapport à ces usines. Et là, ils se retrouvent piégés parce que si à un moment donné, ils disent « Ok, on veut une taxe sur les super profits, on arrête le CICE, on arrête le crédit impôt recherche », et rien n'empêche ces usines-là de dégager. Rien n'empêche ces usines-là de réduire un maximum leur production. Et du coup, ça casse tout ce nouveau cycle de production. Donc, ils se retrouvent piégés par rapport à leur appel d'air qu'ils ont voulu faire aux industriels. Donc, c'est-à-dire que le retour sur investissement par rapport aux subventions, aux crédits d'impôt, aux infrastructures, ne va pas être rentable pour l'État. Donc, le pognon qui ne va pas être généré par les impôts ne pourra donc logiquement pas être réinjecté dans, par exemple, des grands travaux en France ou dans les services publics, dans les hôpitaux, la justice, qui aura pu permettre de multiplier les salaires et donc de relancer l'économie. Et ça, c'est tout le discours de la Macronie, de dire qu'il ne faut pas lutter contre l'inflation, mais qu'on ait tous un salaire, etc., et que ça va permettre de compenser. Ce qui n'est pas faux en soi, mais que du coup, si t'as pas les salaires qui vont avec, ça marche pas, quoi. Sachant que le problème de la redistribution du pognon, il se pose ailleurs. C'est que pour attirer les investissements étrangers, ils ont dû garantir la rentabilité de l'exploitation des travailleurs en France et pour ça, ils ont dû casser les droits sociaux. Ils ont dû par exemple casser l'assurance chômage pour que les gens soient contraints d'aller travailler dans les usines avec un salaire le plus bas possible, ce qui fait qu'on se retrouve avec des salaires qui sont de base très bas et en plus avec des gens qui n'ont plus d'assurance chômage, qui se retrouvent donc dans la misère et vu qu'il n'y a pas d'emploi, en fait, ils peuvent pas se sortir de ce truc-là. Donc avant, on avait des chômeurs qui pouvaient consommer un petit peu, on va se retrouver avec énormément de personnes qui vont se retrouver dans la merde et qui ne vont plus consommer. Et là, encore une fois, il y a moins de redistribution en fait. Pareil, ils ont dû garantir le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Parce que les salaires étaient déjà trop hauts en France par rapport à l'installation des usines, et que ça arrangeait bien les patrons de se dire « Ok, on n'augmente pas les salaires, par contre, peut-être que dans des cas exceptionnels, s'il y a beaucoup de syndiqués, on essaye de juste négocier une prime défiscalisée, tu vois. Ce qui fait que globalement, les salaires n'augmentent pas, ce qui fait que tous les salaires baissent par rapport à l'inflation, ce qui réduit notre potentiel de consommation, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'argent qui circule dans l'économie française, et qu'on se retrouve au mieux avec des primes qui sont défiscalisées, c'est-à-dire sans cotisation au niveau des retraites, sans cotisation
cotisation au niveau de la sécurité sociale, sans cotisation au niveau du chômage, ce qui fait que tous ces droits-là se réduisent petit à petit. Et ça crée encore plus de pauvreté. Sans parler que pour ces milliards d'investis, il fallait garantir aux financiers le fait qu'on serait capable de rembourser. Et pour ça, il faut faire de grandes réformes sur les services publics pour dire en gros, on casse les services publics, on chope le pognon là où il est pour pouvoir donner des gages aux financiers. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de licenciements qui se passent ou de gel des salaires qui se passent dans les fonctionnaires, dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Et donc, encore une fois, tu as beaucoup moins de salaires dans la société, alors que normalement, l'objectif, justement, c'était de permettre à l'État d'avoir plus de pognon pour pouvoir employer plus de personnes, pour qu'il y ait plus de salaires, pour relancer un cycle de production, pour que tu aies des gens qui puissent acheter les voitures électriques, ne serait-ce que ça, quoi. Donc là, vous voyez que le plan initial qui aurait pu marcher théoriquement ne fonctionne pas, parce que la concurrence de l'État français par rapport aux autres États partout dans le monde les pousse à baisser les impôts, les pousse à subventionner à balle, les pousse à baisser les salaires, les pousse à casser les droits sociaux et à casser le service public, ce qui empêche toute redistribution du pognon. On va se retrouver avec plein de pauvres et des usines qui sont d'ailleurs ultra automatisées comme je le disais. Donc même les emplois directs industriels ne vont pas être aussi grands qu'on peut l'espérer et que c'est pas ça qui va changer toute la situation puisque les entreprises qui s'installent en France de batteries électriques ont un intérêt colossal de automatiser un maximum et ils sont capables de le faire. Donc qui va acheter ces voitures électriques en réalité, surtout avec le problème de l'inflation qui est pas résolu encore une fois. Par exemple, tu as Macron qui avait dit dans ses promesses électorales que tu allais avoir accessible une voiture électrique pour 100 € par mois, tu vois, avec des bonnes aides de l'État. Sauf que quand on regarde, on n'est pas du tout à ça et que la seule voiture qui s'en rapproche, c'est une voiture qui est fabriquée en Chine. Donc même les voitures chinoises sont trop chères par rapport au projet qu'avait la Macronie. Et vu qu'ils ne veulent rien imposer, en fait, ils disent juste aux banques « Ouais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire en sorte qu'on ait des crédits qui soient bas pour les voitures électriques ?» Sur à quoi les banques répondent « Bah non, on n'a pas d'intérêt à faire ça, on va perdre du pognon, donc on le fait pas. » Et vu que l'État ne veut pas imposer au secteur bancaire quoi que ce soit, genre obligé à avoir des crédits pour ce genre de truc, ça se fait pas quoi. Donc les voitures électriques coûtent toujours super cher. Et l'accès au crédit est super compliqué, surtout qu'en ce moment, on fait beaucoup de crédits, oui c'est vrai, mais ce sont des crédits à la consommation qui ne concernent pas des voitures électriques, qui concernent plus genre la bouffe, tu vois. Et des bons crédits à 7% qui sont déjà difficiles à rembourser, et plus l'inflation va durer, plus ça va être compliqué de les rembourser. Et là, il n'y a absolument aucune solution. Le gouvernement a dit, oui, s'il vous plaît, les grandes surfaces, baissez les prix. Ils n'ont pas baissé les prix. Ils ont dit aux industriels, oui, s'il vous plaît, baissez les prix. Ils n'ont pas baissé les prix. Ils ont demandé aux raffineurs, oui, s'il vous plaît, baissez les prix. Ils n'ont pas baissé les prix. Et vu que l'État ne veut pas imposer des prix plafonds, ne veut pas s'imposer directement dans la production avec des nationalisations ou des réquisitions, on se retrouve avec un État qui veut faire en sorte que nous ayons suffisamment de pouvoir d'achat pour acheter des voitures électriques, sauf qu'il y a tellement d'entreprises qui se font du profit sur l'inflation et qui ne veulent pas contrôler ça, qu'on se retrouve, à devoir faire des crédits pour bouffer et pas pour acheter leur bagnole de merde. Alors que déjà à la base, vous allez voir que baser une économie sur le crédit d'acheter des bagnoles, c'est pas ouf. Mais rien que ça, ils y arrivent pas, tu vois. Donc, est-ce que oui ou non, on va réussir à rembourser ne serait-ce que les crédits à la consommation qu'on est en train de faire, déjà qu'on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Il y a un gros problème de liquidité au niveau des banques qui font énormément de crédits et qui n'arrivent plus à se faire rembourser, donc là, ça va devenir compliqué pour elles. Tu as aussi la crise du logement qui se pointe, c'est-à-dire que tu as les prix qui commencent à baisser, ce qui fait que tous ceux qui avaient investi dans la pierre se rendent compte qu'ils sont en train de perdre du pognon et que du coup ils désinvestissent à fond et que du coup ça crée des gros problèmes notamment pour rembourser des emprunts parce que du coup tu te mets à rembourser un emprunt sur un logement alors que ce coût-là de l'emprunt est beaucoup plus élevé que le coût réel de l'immobilier, tu vois. Donc en fait t'es baisé un petit peu et ça peut provoquer de graves crises immobilières. Bref, quand on regarde tout ça, ça semble pas forcément très bon et si on assemble tous ces éléments, on a l'impression de revivre une situation de crise de surproduction, même s'il faut faire attention, tout n'est pas mécanique dans l'économie et la politique, il y a tellement de facteurs que, tu vois, il suffit pas de mettre 3 raisonnements entre eux pour savoir ce qui va se passer. En tout cas, ça donne un peu une ligne de fond de l'histoire économique qui est en train de s'écrire et qui pourrait assez mal finir, notamment pour la France. Alors, si on assemble tout ça, qu'est-ce que ça donne? Il va y avoir la construction d'usines en France qui ne seront pas rentables, qui vont juste être construites grâce à des subventions massives de l'État, des crédits d'impôt, des baisses de salaire, ce genre de choses. Ça va être impossible de vendre les voitures électriques tout simplement parce que inflation, crédit, baisse des salaires, casse du service public, qui fait qu'on va être plus au chômage, qui fait qu'on va être plus dans la misère, qui fait qu'on va être plus dans les intérims à la con, qui va nous empêcher forcément d'accéder au crédit pour acheter ces bagnoles-là. Et vu que les constructeurs automobiles ne pourront
pas vendre à l'étranger, parce que ça peut être une solution, de vendre des voitures électriques françaises à l'étranger, puisque les marchés seront saturés aux États-Unis par Tesla, en Chine par les entreprises chinoises, et dans le reste de l'Europe, soit par leur entreprise nationale, soit par des voitures états-uniennes ou chinoises. Et du coup, ils vont se retrouver avec énormément de voitures construites grâce à des subventions publiques, sans personne pour les acheter. Donc les constructeurs seront obligés de baisser les prix de leurs voitures au maximum pour essayer de les écouler, leur putain de stock, jusqu'au moment, en réalité, où, en fait, ils vont tellement baisser les prix que ce sera plus rentable de les produire et ils arrêteront de les produire. Et donc, on va se retrouver dans la même situation qu'en 1929, tu sais, avec des milliers de chômeurs qui étaient là dans des usines de voitures électriques et qui se retrouvent sans rien, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à vendre les voitures électriques qu'ils ont produites. Tout simplement parce qu'il y a un problème de rentabilité là-dedans et que le fameux cycle de production qu'ils ont voulu relancer, c'est pas relancé. Ça va représenter des pertes massives pour les industriels, évidemment, qui vont quitter la France, qui vont fermer les usines et qui vont faire que tu vas avoir des milliers de chômeurs. Énormément de gens qui avaient emprunté pour pouvoir acheter une voiture électrique ou ce genre de choses vont se retrouver sans rien. Et vu que toute la politique de l'État était orientée dans ces usines de voitures électriques, on se retrouve en fait dans une situation où t'as plus de salariés nulle part, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, tu vois. Les PME ont été flinguées par le prix de l'énergie qu'il fallait pas toucher parce que les financiers, etc. Les services publics ont été flingués pour retirer quelques milliards pour garantir aux financiers qu'on serait capable de les rembourser. Les autres industriels ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient pas autant de subventions que les voitures électriques, etc. Donc on se retrouve en fait avec plein de chômeurs et des usines qui sont vides. Et ça va être aussi une grosse perte pour les banques, parce qu'il faut savoir que les banques sont évidemment indispensables dans tous les processus industriels qui font des emprunts, tu vois, c'est jamais du cash qui est investi comme ça. Et du coup, en fait, ils vont pas être remboursés par ces industriels-là. Et l'État va donc essayer de prendre en charge un petit peu ces emprunts-là, mais ils sont déjà dans une telle situation de déficit avec aucun impôt qui permet de compenser que ça va être très compliqué pour l'État de prendre en charge le remboursement de ces crédits-là. Surtout que tu vas avoir énormément de crédits de personnes qui, soit parce que crédit à la consommation dû à l'inflation, qui va s'accentuer avec le départ et avec la fermeture de ces entreprises-là, ou alors que ce soit avec ceux qui avaient fait des crédits sur des voitures électriques qui vont plus être capables de rembourser parce que en fait ils ont perdu leur job. Du coup en fait il va y avoir une grosse crise bancaire avec énormément de crédits qui ne seront pas remboursés. Au niveau étranger, en fait, il va y avoir une concurrence telle entre tous les constructeurs de voitures électriques que seuls les plus gros vont résister, ceux qui ont le plus de marge et qui peuvent rogner sur les marges pendant un temps de crise comme ça de concurrence, de fait qu'ils vont être les seuls monopoles, donc la Chine, les États-Unis, et qui vont pouvoir après augmenter les marges pour fixer eux-mêmes leur prix et vendre le nombre de bagnoles qu'ils veulent à ceux qui le veulent sans aucun problème. Et donc rappelez-vous, ce que je vous disais, c'est que la France aujourd'hui emprunte énormément maintenant parce qu'elle espérait un nouveau cycle de production et une espèce de retour sur investissement. Sauf que si il y a une crise de surproduction, il n'y aura pas de retour sur investissement, que ce soit directement par les impôts ou indirectement par les salaires que ça pourrait générer. Et du coup, elle se retrouve juste avec énormément de dettes, avec un énorme déficit au niveau du budget et aussi un énorme déficit commercial parce qu'ils vont continuer à importer énormément et que en fait il n'y aura rien qui va exporter quoi. Ça rappelle un peu la situation avec le Sri Lanka, tu vois, toute l'économie était basée un peu sur le tourisme, tu vois, avec le Covid, le tourisme s'est pété la gueule et du coup ils ont continué à importer le pétrole, le riz et compagnie alors qu'en réalité ils n'avaient plus rien à exporter, ce qui fait que leur monnaie s'est dévaluée, ils ont dû continuer à emprunter jusqu'au moment où les taux d'intérêt étaient tellement élevés que faillite, tout simplement faillite, incapacité de pouvoir emprunter. Et donc là, à ce moment-là, c'est le FMI ou la Chine qui viennent en mode « vas-y, je te file les milliards, mais en échange, tu orientes toute ton économie par rapport à nos intérêts nationaux. » Et donc là, pour la France, ça va être qui ? Ça va pas être le FMI parce que, en fait, le FMI est basé énormément sur les pays européens parce qu'ils n'ont pas de sous en soi, le FMI. C'est les emprunts qu'ils font sur les marchés financiers avec la garantie des pays européens. Ça va pas être la Chine parce que les sanctions, la guerre et compagnie, donc ça va être les États-Unis. Et vous vous souvenez quand je vous disais aussi que tu as eu énormément de personnes qui investissent dans la bourse comme jamais auparavant pour pouvoir essayer de tirer un rendement au-dessus de l'inflation parce que le livret A est à 1% et que l'inflation est à 10%, tu sais. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les actions vont commencer à perdre un petit peu de trucs, tu vois, parce qu'il n'y aura plus tous les discours de Macron, il n'y aura plus toutes les annonces et que tout le monde va bien sentir que la bulle va commencer à éclater. Tu vas avoir quelques fonds spéculatifs qui vont commencer à vendre, tu vas avoir tous les robots traders qui vont paniquer, qui vont tous se mettre à vendre massivement, ce qui va
va provoquer un effondrement de la bulle spéculative au niveau des actions, notamment au CAC 40, mais globalement en Europe. Donc les banques vont se retrouver dans une situation où 1. Tous les crédits à la consommation, ça va être très compliqué de les rembourser. 2. Tous les crédits aux industriels, ça va être très compliqué d'être remboursé. 3. Tous les crédits qu'ils ont pu faire aux fonds de pension, aux conneries comme ça pour qu'ils achètent des actions dans l'espoir de pouvoir les revendre plus haut, et ben du coup c'est insolvable aussi. Et 4. Ils vont se retrouver avec un phénomène de bank rush, comme on dit, où tu vas tout le monde qui va se dire ok, les banques sont en situation de quasi faillite, et c'est le cas, donc ils vont retirer l'argent des banques pour pouvoir le conserver, ce qui fait qu'en fait les banques vont être vidées de leur liquidité déjà qu'ils n'en ont pas beaucoup à la base. Donc là, une crise industrielle produit une crise financière qui produit une crise bancaire, une crise des dépôts qui fait que les banques n'ont plus du tout suffisamment d'argent par rapport à tout ce qu'elles ont émis et que tout ce qu'on retrouve dans notre compte bancaire en réalité, bah ça n'existe plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de sous, il n'y a plus de thunes. Et c'est ce qui s'est passé en 2008, une crise financière qui s'est traduite en crise des bancaires, une fois que tout le monde a essayé de retirer son pognon, qui fait que tu as des banques qui sont tombées en faillite comme Lehman Brothers et que les États ont dû injecter des milliards et des milliards pour permettre justement de rajouter de la liquidité là-dedans. Sauf qu'encore une fois, l'État pouvait le faire avant en 2008 parce que tout allait bien, à peu près pour eux, tu vois. Sauf que là, si l'État est ultra déficitaire, si machin, ça va être très compliqué pour l'État français de sauver son système bancaire. Donc qui va pouvoir sauver son système bancaire? Ceux qui ont de la thune, c'est-à-dire, voilà, un peu toujours les mêmes, quoi. Sachant qu'en plus, il y a énormément de petits acteurs privés, donc c'est-à-dire qu'une bonne partie de la classe moyenne va perdre son pognon déjà, donc ça va renforcer encore la pauvreté, et surtout que ça va être un truc qui va être très volatile, tu vois, ça va pas être des grosses institutions, je sais pas, si c'était juste 4 énormes fonds de pension qui géraient tout ça, bah tu pourrais légiférer, tu pourrais contrôler les capitaux, mais là c'est des millions de personnes qui achètent des bitcoins ou des conneries comme ça, et donc tu te fais avoir en fait. Il va y avoir encore des commentaires en mode « Oui, t'as rien compris au Bitcoin, c'est pas du tout ça, l'anarchisme. » Plus de banques, plus de crédit, plus de financement de l'économie, plus de projets industriels, plus d'entreprises, plus de crédit pour la consommation, plus de crédit pour l'immobilier. Là, t'as tout qui se pète la gueule. Il va y avoir un renforcement du chômage, de la pauvreté, il va y avoir des crises sociales, il va y avoir la crise de l'immobilier, il va y avoir tout ce que tu veux. Donc, comme en 1929, tu pourrais avoir toutes les usines de voitures électriques, cette fois, qui seront vides, fonctionnel, parfaitement fonctionnel mais vide, et de l'autre côté, des millions de chômeurs qui espéraient avoir un boulot et qui n'en trouvent pas, tout simplement parce qu'il y a une crise de la rentabilité, une crise de surproduction. Une crise de surproduction qui a causé une crise financière, qui a causé une crise bancaire. Mais là où il ne faut pas faire d'erreur dans l'analyse, et comme disait Frédéric Lordon, tu vois, c'est que la perte pour le système d'un effondrement bancaire à ce point est tellement élevée, et tellement dangereux au niveau de l'ordre social, qu'ils seront capables de tout pour éviter ça. Et c'est ce capable de tout là qui est en réalité très très dangereux. Parce que le scénario que je viens de décrire, il y a de très fortes chances qu'il n'existe jamais. Il va y avoir des tendances, il va y avoir des crises qui vont aller vers là, mais toujours l'État va intervenir pour empêcher que ça arrive. Parce que si les banques s'effondrent, tout le système s'effondre, tout l'État s'effondre, et il y a tout qui se pète la gueule, tu vois. Donc, qu'est-ce que l'État serait capable de faire pour éviter une telle crise économique? C'est ça, je crois, l'une des questions les plus importantes qu'il faut se poser et l'une des questions les plus dangereuses qu'il faut se poser. Cette question-là de savoir qu'est-ce que l'État est capable de faire pour sauver ses industriels, ses financiers, ses bourses, ses milliardaires, ses riches, ses capitalistes, tout ça, on la laisse volontairement en suspens et on va y répondre en partie durant la prochaine vidéo. On va expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé dans la crise de 1929 et dans la suivante, on va expliquer les différences qu'il y a entre la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et celle de 1929, notamment au niveau de l'impérialisme, des marchés étrangers. Et c'est là où ça va beaucoup changer les choses et c'est là où on va comprendre que tout file vers une seule et même direction et c'est pas la plus joyeuse. Évidemment, si on parle de tout ça, c'est pour qu'on puisse comprendre les choses et qu'on puisse du coup s'organiser pour contrer ces choses-là parce que face au monde qui avance, il y a nous qui résistons et qui pouvons proposer autre chose si on s'organise suffisamment bien. Et pour ça, il faut qu'on ait des médias indépendants qui puissent balancer ce genre d'analyse et c'est pour ça qu'au Canard Réfractaire, nous faisons un financement annuel participatif pour qu'on puisse toucher de l'argent et constituer notre équipe pour continuer à travailler, tout en gardant notre indépendance par rapport à l'État ou par rapport aux entreprises. Comme ça, si à un moment donné, ça commence à chauffer, et nous, on sera toujours là, organisés, à faire le taf comme on l'a toujours fait. Donc si tu regardes cette vidéo, si ça te plaît, si tu veux que ça continue, si tu veux qu'on soit fort le moment venu, finance le Canard Réfractaire, le lien est en description, il faut tous qu'on s'y mette maintenant, parce que sinon ça va être un peu compliqué, parce que entre la démobilisation du mouvement social, l'inflation et l'été,
le financement participatif est plus compliqué que les années dernières, donc on a vraiment besoin que vous participiez tous, que ce soit au niveau du don si c'est possible, ou alors au niveau des partages, des likes et des commentaires pour faire en sorte qu'un maximum de personnes voient cette vidéo, voient cet appel et qu'on puisse clôturer une bonne fois pour toutes ce financement. Comme ça, pendant un an, on roule et tout va bien. Au revoir. Quack.